Et si sans bruit l'Europe venait de lâcher la main de l'Ukraine? Ce scénario que beaucoup jugeaient impensable il y a encore quelques mois est en train de se dessiner sous nos yeux. Au cœur de ce bouleversement, un événement précis a marqué les esprits. La Belgique, ce petit pays au centre du continent, vient de dire non, fermement, au transfert des actifs russes vers Kiev. Pour beaucoup, il ne s'agit pas d'un simple désaccord technique ou d'une querelle en coulisses. C'est une fracture soudaine, profonde, qui divise l'Union européenne et remet en cause ses fondements mêmes. Imaginez la scène pleine de tensions et d'attentes. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, débarque à Bruxelles. Il n'arrive pas seul. C'est l'espoir de tout un peuple qu'il porte, l'urgence d'une guerre qui s'éternise et la promesse que l'Europe, fidèle à ses valeurs, ne l'abandonnera pas. Mais la réalité s'impose, brutale. Il repart humilié. Pas un euro, pas une promesse, pas même un horizon. Ce sommet qui devait sceller la solidarité européenne envers l'Ukraine tourne au fiasco. L'image de Zelensky, visiblement abattue, se propage dans les médias. Elle frappe les esprits bien au-delà de Kiev. Car ce revers, c'est aussi celui de tous ceux qui croyaient encore à une Europe unie, puissante, capable de résister à la Russie. Ce sommet a ainsi levé le voile sur une vérité longtemps refoulée. L'Europe n'est plus ce bloc soudé qu'elle voulait incarner depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Derrière les déclarations de façade, derrière les communiqués officiels vantant l'unité, les fissures sont là, béantes. Elles s'élargissent de sommet en sommet, de crise en crise. Plusieurs capitales, à la suite de la Belgique, refusent désormais la ligne dure, menaçant de faire voler en éclats tout l'édifice que l'on pensait solide comme le granit. Ce n'est pas la première fois que l'Union traverse une crise, mais jamais la division n'a semblé aussi profonde, aussi irréversible. Au centre de ce tremblement de terre, un homme jusqu'ici relativement discret émerge avec force, Bart de Wever, Premier ministre belge. En quelques jours, à peine, il s'est imposé comme celui qui ose dire non aux géants européens, bouleversant l'équilibre du jeu. Sa fermeté, inattendue, a suffi à enrayer la mécanique de soutien à l'Ukraine. Il ne s'agit pas là d'un caprice ou d'une posture, il remet en question la stratégie même de l'Union face à la Russie. Mais ce blocage, loin d'être un simple épisode diplomatique, a un coût immense. La sécurité du continent, l'influence de l'Europe dans le monde et même l'argent des citoyens européens sont désormais menacés. Perdre notre crédibilité, gaspiller nos impôts, laisser l'Occident s'affaiblir face à ses adversaires, tout cela devient possible, presque probable. Le spectre d'une Union européenne désunie, impuissante, plane désormais sur chaque capitale. Comment en est-on arrivé là ? Pour le comprendre, il faut remonter plusieurs mois en arrière, au fil de tensions croissantes et de calculs politiques savamment orchestrés. Jusqu'à très récemment, l'Europe semblait inébranlable dans son soutien à l'Ukraine. Depuis le déclenchement de la guerre, Bruxelles affichait une unité sans faille, alignée sur Washington. Paris, Berlin, Rome, tous affichaient leur détermination à former le dernier rempart face à Moscou. Cette unité pourtant n'était pas acquise d'avance. Il a fallu des heures de discussion, de compromis, de concessions sur d'autres dossiers pour parvenir à ce front commun. La venue de Volodymyr Zelensky à Bruxelles devait justement symboliser cette alliance. Son objectif était clair comme de l'eau de roche, obtenir les fonds vitaux à la survie de l'Ukraine. Les chefs d'État européens avaient promis à Kiev plus de 210 milliards d'euros d'avoirs russes gelés, une somme colossale destinée à montrer à Vladimir Poutine que l'Europe ne céderait pas. Ce chiffre, rappelons-le, représente environ le budget annuel de plusieurs petits pays européens réunis. C'est dire l'ampleur de l'engagement. Tout devait se jouer lors d'un sommet décisif. Ce transfert massif, minutieusement préparé, devait être la démonstration éclatante de la solidité européenne, le message clair envoyé à Moscou et au reste du monde. L'Europe défend l'Ukraine, sa propre influence et ses valeurs coûte que coûte. Mais un imprévu de taille est venu des États-Unis. Donald Trump, désormais favori pour la prochaine présidentielle, a fait entendre sa voix. Son attitude, oscillant entre l'ambiguïté et la conciliation envers Moscou, a semé le doute dans les rangs européens. Une onde de choc a traversé le continent. Si l'Amérique relâche la pression, pourquoi l'Europe devrait-elle continuer à payer seule le prix fort ? L'enjeu prend alors une dimension existentielle. Les élites européennes se retrouvent acculées. Elles doivent en prouver que la cohésion du continent n'est pas un vain mot, rassurer leurs opinions publiques et tenir tête à la Russie. Un échec signifierait une perte de crédibilité sans précédent, un risque historique d'effondrement du projet ukrainien et, par ricochet, du projet européen lui-même. Pour les dirigeants, tout se joue désormais. Leur carrière, leur réputation internationale et l'avenir même de leur nation sont en jeu.
S'ils échouent à maintenir le cap, ils risquent de perdre l'influence chèrement acquise, de voir leurs citoyens se détourner d'eux et d'entraîner l'Europe dans une ère de doute, de fractures et d'instabilité. L'histoire récente, qu'on pense à la crise migratoire de 2015 ou à la crise de la dette grecque, a montré à quel point les divisions internes peuvent fragiliser l'ensemble du projet européen. Mais alors que la tension monte, un autre facteur s'apprête à bouleverser la donne. Au cœur de ce suspense, un acteur inattendu va jouer un rôle décisif, la Belgique. Son choix, loin d'être anecdotique, pourrait bien faire basculer l'équilibre de tout un continent. Un petit pays, une grande fracture, la Belgique fait vaciller l'Europe. Lors du sommet européen, la surprise est totale. La Belgique, forte de ses 12 millions d'habitants mais déterminée, oppose un refus catégorique à la remise des fameux actifs russes à l'Ukraine. Malgré des pressions intenses venues de Berlin, de Paris et d'Ursula von der Leyen, Bruxelles ne cède pas. Le consensus, ce ciment de l'Union, vole en éclats sous les yeux ébahis des grandes puissances. Jamais un pays aussi petit n'avait osé s'opposer frontalement au poids lourd de l'Union. La secousse est immédiate et s'étend en quelques heures à d'autres capitales. En moins de 24 heures, l'Italie, l'Autriche puis la Tchéquie rejoignent la position belge. L'effet domino est implacable. L'Allemagne se retrouve isolée, l'axe historique Berlin-Bruxelles se fissure. Ce sont désormais les petits pays qui dictent la cadence, qui osent défier les géants européens. On se croirait revenu à l'époque du Congrès de Vienne, où les petites puissances cherchaient à peser sur le destin de l'Europe face aux empires. Pour Volodymyr Zelensky, le choc est d'une rare violence. Venu à Bruxelles dans l'espoir d'obtenir une aide financière cruciale avant une annonce attendue de Vladimir Poutine, il repart humilié, privé des milliards tant espérés. L'image fait le tour du monde. L'Ukraine, autrefois symbole de la solidarité occidentale, se retrouve isolée, abandonnée par ses alliés les plus fervents. Certains médias comparent cette scène à celle de la conférence de Munich en 1938, où la Tchécoslovaquie avait été sacrifiée sur l'autel de la paix européenne. Dans les coulisses, la tension est à son comble. L'Allemagne, vexée par ce camouflet, voit son influence chanceler. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, quitte la salle sous les regards ironiques de certains délégués. Les médias diffusent en boucle cette scène d'impuissance, révélant au grand jour la crise de leadership qui secoue l'Union. Des journalistes allemands évoquent même un Waterloo diplomatique pour Berlin. C'est dans ce contexte qu'une nouvelle figure émerge, Bart de Wever. La presse européenne, frappée par sa ténacité et son habileté, le surnomme rapidement le nouvel empereur d'Europe. En quelques semaines, ce dirigeant flamand, jusque-là peu connu au-delà de ses frontières, redistribue les cartes du pouvoir. Il incarne la revanche des petits pays, l'avènement d'un nouveau centre de gravité politique. Sa stratégie n'est pas sans rappeler celle de Charles Quint, qui déjà au XVIe siècle avait fait de la Belgique le pivot de l'Europe. Ce bouleversement révèle l'ampleur de la crise. Pour l'Europe, le risque de désunion et de paralysie devient tangible. Pour l'Ukraine, la perspective d'être reléguée, voire sacrifiée, n'est plus une simple hypothèse. Pour les gouvernements, la menace est double, perdre la confiance de leurs citoyens et voir leur crédibilité s'effondrer sur la scène mondiale. Les analystes politiques parlent d'un syndrome belge qui pourrait se propager à d'autres dossiers stratégiques, de la défense européenne à la transition énergétique. Ce séisme va-t-il transformer à jamais la gouvernance européenne ? Une nouvelle ère s'ouvre, mais à quel prix et au profit de qui ? Les scénarios abondent. Certains craignent une fragmentation à la manière du Saint-Empire romain germanique, d'autres voient dans ce réveil des petits États une chance de rééquilibrer le pouvoir. Alors que Bruxelles vacille, tous les regards se tournent vers Washington, où un autre jeu d'influence se joue. L'Amérique va-t-elle définitivement se désengager, laissant l'Europe affronter seule ses propres divisions ? L'histoire semble se répéter. Lors de la crise de Suez en 1956, l'Europe avait déjà dû constater l'indispensable soutien américain pour peser sur la scène internationale. Aujourd'hui, la dépendance stratégique de l'Europe redevient d'actualité. Ce qui attend l'Europe et l'Ukraine après ce séisme politique, c'est un bouleversement majeur de l'ordre ancien. Avec la victoire inattendue de la Belgique, l'idée d'une Europe soudée se désintègre. Chaque État s'empresse désormais de défendre ses propres intérêts, quitte à sacrifier la solidarité qui faisait sa force. Le précédent est historique. Même un pays considéré comme modeste peut désormais briser l'unanimité et bloquer les ambitions des plus grands. On assiste à la résurgence de l'esprit de Westphalie, où chaque État, grand ou petit, défend jalousement sa souveraineté.
La question ukrainienne devient ainsi le symbole de cette rupture. L'Italie, l'Autriche, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, tous refusent d'endosser les risques collectifs et de poursuivre l'aide à Kiev. Le message s'impose, le temps où l'Europe faisait front commun pour soutenir l'Ukraine est désormais révolu. On assiste à une désintégration progressive de la solidarité européenne, rappelant certains épisodes de la guerre froide, où les intérêts nationaux prenaient tôt le pas sur les alliances idéologiques. En arrière-plan, le spectre d'une guerre juridique sans fin avec la Russie se précise. Le refus de transférer les avoirs russes risque de déclencher une vague de procès et de réclamations internationales susceptibles de paralyser le continent pour des décennies. Les conséquences financières et diplomatiques s'annoncent massives, de la France à l'Allemagne, en passant par tous les contributeurs qui perçoivent déjà l'ombre de charges imprévues sur leurs économies nationales. L'exemple du contentieux entre l'Argentine et ses créanciers dans les années 2010 illustre les risques d'un tel bras de fer. Pour l'Ukraine, le choc est terrible. L'ère des aides automatiques s'achève. L'isolement s'installe, fragilisant son économie, sa monnaie et la survie même de ses institutions. La confiance s'évapore, les promesses non tenues s'accumulent et Kiev se retrouve désormais plus seul que jamais, condamné à compter sur ses propres ressources pour subsister. Des analystes évoquent ouvertement le spectre d'une faillite de l'État ukrainien, comparable à celle de la Grèce en 2010. Ce qui se joue ici dépasse largement la question de milliards. C'est la stabilité politique du continent, la survie de l'Ukraine en tant qu'État et une redistribution radicale des rapports de force en Europe. Les grandes puissances voient entendre leur autorité contestée par des coalitions inattendues et des stratégies nationales impitoyables. Pour chacun des États membres, cela signifie plus d'incertitudes, des économies plus vulnérables et la crainte d'être relégués dans la nouvelle Europe qui prend forme. Les citoyens, eux, voyaient déjà l'impact sur leur quotidien. Inflation, ralentissement des investissements, hausse des dépenses de défense. Face à cette réalité, il devient crucial de mesurer l'impact concret de ces bouleversements sur la vie des citoyens. Quelles conséquences pour l'emploi, la sécurité, les prix de l'énergie? Les choix cruciaux qui attendent les dirigeants, désormais confrontés à un paysage politique totalement transformé, impacteront directement chaque foyer européen. Prenons l'exemple de la France où le débat sur le budget militaire et l'aide extérieure est devenu un sujet brûlant lors des dernières élections. Ou encore l'Allemagne, dont les exportations vers l'Est sont menacées par l'incertitude politique. Tout se joue désormais dans l'urgence. Chaque décision, chaque compromis peut faire basculer l'équilibre encore fragile. Mais qui saura tirer parti de ce chaos et à quel prix? Les scénarios les plus pessimistes évoquent une Europe à la dérive, incapable de se réformer. D'autres, plus optimistes, voyant dans cette crise une occasion de rebâtir l'Union sur des bases plus réalistes et démocratiques. La victoire de Bart de Wever révèle le nouveau visage d'une Europe secouée. Un pragmatisme glacé redessine les équilibres à Bruxelles, balayant les illusions d'unité au profit de calculs nationaux. On assiste à la montée en puissance d'une Europe des nations, où chaque pays défend bec et ongle ses intérêts, quitte à sacrifier le collectif. Cette tendance n'est pas nouvelle. Elle rappelle la période des années 70, marquée par les vétos successifs de la France et du Royaume-Uni sur divers dossiers européens. Sous la pression allemande, la Belgique a fait un choix radical, refuser un affrontement juridique interminable avec la Russie. Ce refus d'un coup d'éclat risqué, ce réalisme presque brutal, marque la fin du consensus idéologique européen. Désormais, chaque pays n'hésite plus à défendre ses priorités, même si cela bouscule l'ensemble. L'Union européenne, qui s'était construite sur le compromis permanent, découvre la réalité d'un monde multipolaire, où la rapidité de décision peut primer sur l'harmonisation. Le sommet a ainsi consacré le retour d'un fédéralisme de combat, où même les plus petits États disposent d'un véritable droit de veto. Avec ses 12 millions de citoyens, la Belgique a imposé un tempo prudent, forçant les grandes puissances à revoir leurs prétentions. Derrière ce bras de fer, une vérité crue. La survie nationale prime sur la solidarité continentale. À bien y regarder, ce n'est pas sans rappeler les débats autour de la Constitution européenne en 2005, lorsque la France et les Pays-Bas avaient dit non au traité, provoquant un séisme politique. Mais ce n'est pas un simple coup du sort. Il s'agit du symptôme d'un malaise européen profond. Partant, les peuples se lassent de l'effort continu en faveur de l'Ukraine. L'opinion publique, de plus en plus hostile à de nouveaux sacrifices budgétaires, exige des réponses concrètes sur la finalité et l'intérêt réel de ces engagements. En Italie, en Allemagne, des sondages récents montrent que plus de la moitié des citoyens souhaitent une réduction de l'aide à l'Ukraine.
La lassitude s'installe, le ras-le-bol fiscal grandit. De Wever s'impose alors comme le symbole d'une Europe nouvelle, où l'influence se gagne par la maîtrise des règles du jeu et non par la seule taille du pays. Sa trajectoire fulgurante, de dirigeant régional à faiseur de roi européen, bouscule les rapports de force établis. Elle ouvre la porte à de futures révoltes nationales. On peut penser à la Hongrie de Viktor Orban, qui depuis des années fait entendre sa voix discordante au sein de l'Union. Cette mutation oblige l'Europe à repenser sa stratégie extérieure. L'heure n'est plus aux postures d'unité. Il faut composer avec des intérêts divergents, hiérarchiser les priorités, accepter que certains États refusent d'obéir aux grandes capitales. Cela bouleverse la diplomatie, la sécurité collective et la gestion des finances publiques. La crise ukrainienne n'est qu'un révélateur. Demain, ce sera peut-être la transition écologique, l'immigration ou la régulation numérique qui diviseront l'Union. Pour les citoyens, le danger n'a jamais été aussi tangible. Risquer de perdre toute influence sur les décisions qui façonneront l'avenir du continent. Plus que jamais, il est crucial de débattre, de s'informer et de veiller à ce que les choix stratégiques reflètent les véritables intérêts de chacun. Participer aux élections européennes, interpeller ses représentants, s'impliquer dans la vie civique, autant de gestes qui prennent une nouvelle importance dans ce contexte mouvant. Le jeu européen vient de changer de règles. Reste à savoir qui saura s'y adapter avant que les équilibres ne basculent définitivement. Les dirigeants devront apprendre à naviguer dans cette nouvelle configuration, sous peine de voir leur pays marginalisé. La Belgique a-t-elle sauvé ou condamné l'Europe de demain ? Cette question dérange, mais elle s'impose à nous tous aujourd'hui. Si l'on regarde l'histoire, de nombreux exemples montrent que le refus d'un petit acteur peut bouleverser la donne. Pensons au Luxembourg lors de la crise institutionnelle des années 50 ou au Danemark lors du traité de Maastricht. Parfois, ce sont les plus modestes qui changent le destin des plus grands. Ce qui s'est joué à Bruxelles dépasse la simple diplomatie. C'est un basculement historique. Pour la première fois, un petit État, la Belgique, a réussi à bloquer, à lui seul, la décision des grandes puissances européennes. Forte d'à peine 12 millions d'habitants, moins qu'une seule métropole comme Moscou, la Belgique a opposé un non ferme au transfert de centaines de milliards d'euros d'actifs russes à l'Ukraine. Son geste a inspiré d'autres pays, bouleversant tout l'ordre établi. On se souvient qu'en 1954, la France avait déjà bloqué la communauté européenne de défense, changeant le cours de l'intégration du continent. Ce n'est pas anodin. Cela marque peut-être la fin de l'Europe unie telle qu'on la connaissait. Désormais, ce sont les intérêts nationaux, souvent ceux des plus petits, qui priment sur le rêve d'une Europe fédérale. La solidarité envers l'Ukraine vacille, révélant des fractures profondes dans l'édifice européen. Pourquoi faut-il s'en inquiéter ? Parce que notre sécurité, notre économie et notre influence mondiale sont menacées. Si l'Union européenne se fissure, des instabilités surgissent. Notre portefeuille est exposé, les égoïsmes nationaux reprennent le dessus. Nos impôts, notre protection sociale, notre avenir sont en jeu, sacrifiés sur l'autel de stratégies à courte vue. L'histoire nous enseigne que les divisions internes sont souvent le prélude à des crises plus graves encore. La manœuvre belge, que certains saluent comme un coup de maître, pourrait ouvrir la voie à une Europe éclatée. Une Europe où chaque pays, grand ou petit, joue sa partition en solo, au risque de perdre toute cohésion et toute voix sur la scène internationale. Sommes-nous prêts à voir notre poids diplomatique disparaître dans un concert de divergences ? Serons-nous demain spectateurs d'un monde dominé par d'autres puissances, faute de savoir nous unir ? L'exemple belge rappelle que chaque citoyen compte, mais il montre aussi que la vigilance est cruciale. Qui décide vraiment pour l'Europe ? Qui protège nos intérêts ? Si nous restons passifs, nous pourrions bien découvrir demain une Europe méconnaissable, forgée par les choix d'aujourd'hui et difficile à réformer demain. Alors, la Belgique a-t-elle rappelé que la démocratie ne doit pas être l'affaire des seuls puissants, ou a-t-elle ouvert la boîte de Pandore des divisions ? À chacun de nous d'être attentif, de questionner nos dirigeants, de ne pas oublier que l'avenir européen dépend de notre engagement. Plus que jamais, il appartient à chaque citoyen de se mobiliser, d'exiger des comptes et de participer à la définition du futur commun. Une nouvelle page européenne s'ouvre sous nos yeux. Reste à savoir si nous l'écrirons ensemble, dans l'unité et la responsabilité, ou si la désunion en dessinera les contours incertains. Seule l'histoire et notre engagement collectif pourront trancher cette question.